Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Confidence Express. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, je ne suis pas seule puisque je suis accompagnée de Marie-Claude qui est ostéopathe et vétérinaire. Et aujourd'hui, je l'accueille parce qu'elle va nous parler d'une thématique qui lui tient très à cœur et je vous avoue à moi aussi parce que c'est quelque chose que je retrouve aussi beaucoup dans mon quotidien d'éducatrice. Donc, bienvenue Marie-Claude et en fait, je vais te laisser toi annoncer la thématique de ce podcast. Donc, bienvenue à toi. Salut Alex, je suis contente d'être de retour, ça me fait plaisir après le podcast qu'on avait enregistré ensemble l'année passée. Oui, c'est ça, parce que tu étais intervenue dans le cadre de Confidence Équestre, où tu étais Oui. venue parler de ton parcours de cavalière et d'ostéopathe, c'est bien ça Oui, hein? c'est ça, exactement. Exactement. Et puis on a l'occasion d'échanger ensemble, et c'est vrai que cette thématique qu'on va aborder aujourd'hui, elle revient régulièrement et pour moi, elle est vraiment fondamentale. J'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui l'impact des émotions et du mental sur le corps, et aussi bien sur le corps du cheval que sur le corps de son cavalier. C'est la magie, je trouve, de l'interaction entre l'humain et le cheval, et c'est aussi ce qui rend tout ça aussi complexe, c'est que finalement on a 6 parties à gérer. On a 2 corps physiques, 2 mentales et 2 émotionnels qui interagissent ensemble, et si on veut une relation saine et équilibrée, il faut travailler sur ces 6 paramètres. Donc je pense que si vous avez envie de vous casser la tête, monter à cheval, c'est une bonne idée. Oui, c'est ça, finalement, on n'arrête pas de le dire, c'est un sport d'équipe, mais c'est même plus qu'un sport d'équipe, parce que là, on a 2 corps qui interagissent carrément ensemble, en fait. Et on en a parlé sur le dernier stage de Romain Bamaison, qui était venu l'année dernière, ça dépend quand est-ce que vous allez écouter ce podcast, mais qui est venu en octobre 2025, où il parlait de cette image du centaure. Ça peut paraître kitsch pour certains, mais en fait, c'est une vraie réalité dans notre recherche de l'équitation, finalement. Oui, on est posé en fait sur la cage thoracique du cheval. C'est un bipède sur un quadrupède, et ça fait, au final, plus j'avance sur ce chemin-là, plus je me rends compte que ce mythe du centaure n'est pas si mythique que ça. On fait vraiment une espèce d'être en soi. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, c'est que chacun interagit sur l'autre de manière subtile, parfois à des degrés différents, mais c'est tout un défi de réussir en tant qu'humain, d'aider un cheval physiquement, si on prend cet aspect-là, parce qu'il y a énormément de paramètres derrière qui influencent là-dessus, y compris la façon dont nous on est profondément au fond de nous. Oui, c'est ça. Du coup, explique-moi pourquoi finalement cette thématique elle est si importante pour toi. Déjà, tu nous as dit un petit peu quelques mots en tant que cavalière, tu vas le détailler, mais aussi parce que donc toi tu es ostéopathe, et pourquoi en fait ça te touche aussi en tant qu'ostéopathe, cette thématique de la recherche de la décontraction mentale et émotionnelle par rapport à ce que tu peux voir sur le corps des chevaux. Oui, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, parce que c'est une question que j'ai souvent pendant les séances d'ostéo. On met en lumière des blocages chez le cheval, un schéma corporel, et souvent les gens ont la question après en fait, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille mieux, qu'est-ce que je peux faire pour espacer les séances d'ostéo, parce qu'à terme ça serait mon but, c'est que le cheval puisse fonctionner correctement physiquement sans avoir besoin de mon intervention. On essaie toujours de leur rendre un maximum d'autonomie. En tout cas, moi, c'est comme ça que je conçois mon travail. Et c'est vrai que du coup, cet aspect physique, il ressort souvent. C'est une des questions qu'on me pose le plus. Et au début de mon parcours, j'avais très envie de faire tout un tas de cours de biomécanique, de comprendre physiquement qu'est-ce que chaque exercice de physiothérapie, qui sont souvent quand même des exercices de contre-dressage, une épaule en dedans, un appuyé, des choses comme ça, ça a
au départ, ça a une utilité physique sur le cheval, au même titre que nous, on ferait du renforcement musculaire ou des étirements, du fitness. Donc j'ai commencé un peu mon parcours en me disant il faut absolument que je comprenne tous les détails qui se nichent derrière chaque exercice. Et plus ça va, plus mon approche change, parce que je suis intimement convaincue qu'on ne peut pas travailler correctement sur le physique chez un cheval qui est complètement sous stress. Parce que toute sa musculature sera figée, il sera dans une attitude de vigilance, donc avec le dos plutôt creux, la tête haute, les mâchoires qui auront tendance à se crisper. Donc on a déjà au départ un paramètre qui fait que le corps fonctionne de façon pas optimale, et on veut rajouter un exercice physique qui en plus va coûter au cheval, parce que si on veut que ça ait un impact, eh ben on va aller chercher dans ce qui est difficile en fait pour le cheval. Et si au départ il est déjà dans une attitude mentale et émotionnelle où il n'est pas capable d'intégrer ça, je pense que on peut faire le meilleur travail physique du monde, ça aura aucun intérêt, voire peut-être ça sera délétère, parce qu'on va rajouter de la contraction sur une contraction. Oui, c'est ça. Et puis pour les gens qui nous écoutent, toutes ces, on va dire, ce stress ou ces contractions physiques qui viennent du stress, ça a plusieurs sources à la base. Enfin, ça peut venir de plusieurs problématiques. Déjà, le respect des besoins fondamentaux, enfin plutôt l'absence des besoins fondamentaux, c'est-à-dire, comme on connaît maintenant, le manque de fibres, les copains, que le cheval puisse bouger. Et déjà, si là, dans les besoins fondamentaux, il y a quelque chose qui manque, ça peut déjà créer des problématiques de santé, tout simplement. Un cheval qui a mal au ventre, il ne sera pas détendu du dos. Enfin, moi, je sais que quand j'ai mal au ventre, j'ai mal partout. C'est pareil pour le cheval. Si le cheval ne peut pas bouger, il sera complètement recroquevillé dans son corps et il sera pas bien dans son corps. Et s'il est pas bien dans sa tête parce que tout d'un coup, il n'a pas des contacts sociaux ou qu'il est isolé dans son écurie, ça aura aussi un impact sur son corps. Donc déjà ça, c'est la première base. Et après, je ne sais pas si tu as encore d'autres exemples, je vais te passer la parole parce que je pense que tu en as d'autres. Mais entre autres, on a travaillé longtemps ensemble, pour ceux qui ont écouté Confidence Équestre, aussi toute la partie respect de l'apprentissage du cheval. Si le cheval ne comprend pas ce qu'on attend de lui, ça va être difficile pour lui d'être décontracté dans son travail. Et ça, je pense que je te laisse la parole justement sur ce point-là, parce que toi, ça va beaucoup te parler. Tu as fait un grand chemin par rapport à ça. Oui, moi, j'aime bien citer l'exemple des cours de yoga. Je suis un humain de base pas très souple. Donc, c'est assez difficile pour moi d'aller m'étirer dans tous les sens et de faire toutes ces postures qu'on nous demande en yoga. Donc si on prend un exemple très pratico-pratique qu'on peut après appliquer au cheval, c'est que moi je peux pas commencer un cours de yoga en n'ayant jamais fait ça et puis qu'on me demande d'enchaîner des exercices extrêmement compliqués super vite. Déjà parce que ça va me stresser, parce que je vais perdre l'équilibre, je vais me faire mal, et du coup cette pratique qui peut avoir vraiment des effets super bénéfiques sur un corps à long terme, en fait, elle sera extrêmement délétère pour moi si elle est apportée comme ça. Parce que j'ai aucune condition qui me permette de le faire comme il faut. Et que mon corps l'intègre gentiment. C'est des changements profonds qu'on demande au niveau de l'équilibre. Justement, si on revient au cheval, si on veut lui demander de fonctionner hors de son schéma corporel classique, c'est un changement profond, ça prend du temps, ça nécessite de le faire lentement. Ça, je pense que c'est aussi un facteur hyper important. C'est de laisser au cheval le temps de comprendre ce qu'on veut et de trouver chaque fois son équilibre dans chaque position. Et si on respecte pas ça, et puis que, comme tu le disais, que déjà au départ on a un animal qui est stressé parce que ses besoins de base sont pas remplis, en fait, la seule chose que ça apportera, c'est probablement des blessures. Oui. Et je le vois quand même dans ma pratique régulièrement, des chevaux où
qui sont travaillés physiquement en dressage ou dans d'autres disciplines, et où finalement, au lieu d'avoir un corps qui s'optimise, on a un corps qui se fige. Il y a de la masse musculaire, mais c'est de la musculature qui est sous tension. Et il y a tension et tension, hein. Il y a une tension qui est salutaire, qui permet d'équilibrer le corps, mais il y a aussi un cap qu'on passe où ça devient une tension pathologique, en fait, qui fait mal. Et ça, je trouve qu'il faut y faire vraiment très, 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 très attention. Oui, et puis si je reviens à ton exemple du cours de yoga, bah, tu parlais de prendre le temps, mais là aussi, si tu as un prof de yoga qui t'explique pas ce que tu dois faire et qui commence à te dire Marie-Claude, mettez votre jambe comme ça, et tu es genre, bah, attends, je comprends, vous n'avez pas pris le temps de m'expliquer ce que je vais faire, et je pense qu'au-delà de expliquer comment faire, pourquoi tu dois le faire, en fait, bah, tu vas déjà partir dans de mauvaises conditions, mentalement, tu seras pas ok parce que ça t'aura tendu, et ce sera impossible pour toi de te détendre dans ton corps. Et puis c'est pareil pour nos chevaux, si on n'explique pas aux chevaux ce qu'on attend d'eux, au-delà bah, déjà de ce que tu as dit par rapport au travail physique, de lui laisser le temps, parce que bah, c'est très bien ton exemple du yoga, parce qu'on peut pas te demander le résultat de la position en une séance, ça prend beaucoup de temps, c'est impossible. Mais par contre, bah, si tu expliques pas à ton cheval comment faire l'exercice et pourquoi il doit le faire, enfin pourquoi, ça c'est très humain, mais on peut l'amener à comprendre que c'est bénéfique pour lui, qu'il peut gagner d'une situation, que cette situation peut être profitable pour lui, bah là aussi on va créer des résistances mentales, et si le cheval est en opposition par rapport à ce qu'on lui apprend, là aussi, bah, c'est le fameux cercle vicieux cœur, corps et cerveau. En général, s'il y en a un qui est déséquilibré, ça aura un impact sur l'autre et vice-versa. Mais sans vouloir faire de l'anthropomorphisme, on n'est pas si différent que ça, finalement, en termes de fonctionnement sur cet équilibre-là. Moi, je profite de ça, je vais donner l'exemple, tu parlais d'avoir des chevaux qui peuvent avoir des entraînements très optimales, des chevaux qui font du dressage, de l'obstacle, qui travaillent beaucoup, qui finalement, la technique en dressage ou à l'obstacle n'est pas mauvaise, mais où on a des chevaux qui ont de la peine à se développer physiquement. J'ai le cas d'une fille, d'une élève que je suis justement là-dedans, où elle me dit « mais je comprends pas, le dos de mon cheval, il se développe pas, je travaille pourtant beaucoup et tout ». Et malheureusement, elle a dû lever un petit peu le pied parce qu'elle s'est blessée, elle se fait une blessure au bassin, et il s'avère que du coup, elle a pris ce temps-là pour revoir le travail de son cheval à pied, donc revoir toute l'éducation de base. On a passé beaucoup de temps à pied. Elle m'a dit, mais attends, il va se démuscler. Je dis, non, attends, laisse aller. Déjà, on va juste déjà mettre les choses une après l'autre. Et après plusieurs semaines, elle a constaté que sans monter sur son cheval, juste en travaillant sur la décontraction de son cheval, parce que c'était un cheval très stressé, qui a la moindre petite pression qu'on appliquait sur lui, il pouvait monter très fort dans les émotions, il avait peur d'une main qui bouge, il avait peur de plein de petites choses, et juste d'avoir travaillé sur son éducation de base, d'avoir pris le temps de lui expliquer ce que l'humain attendait de lui, à peine quelques semaines, le dos du cheval s'est rempli. Et elle m'a dit, mais c'est dingue, en fait je vais plus dessus, j'ai juste travaillé à pied, et en fait mon cheval n'a jamais été aussi beau, et j'ai reçu des compliments des gens qui ne l'avaient pas vu depuis longtemps. Et je pense que c'est intéressant parce que on a enregistré un podcast dernièrement avec Morgane Penquin sur cette thématique-là. Je pense que le travail, la façon dont on voit le travail du cheval est très faussée. Et des fois, il faut juste prendre un peu de recul et de se dire qu'on ne travaille pas forcément les bonnes choses. C'est pas parce qu'on ne travaille pas un cheval pendant 1 heure de temps au trot et au galop qu'en fait, il ne sera pas bien musclé. Et des fois, même mieux, en fait, d'avoir un travail peut-être un peu moins intense physiquement, mais plus intelligent. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Alex, parce que ça résume bien le fond de ma réflexion. Il faut quand même se rendre compte qu'un cheval qui travaille sous stress, physiologiquement, c'est extrêmement énergivore. On le voit bien chez les humains, hein. Dans les individus anxieux, stressés, on a vraiment deux morphotypes. Il y en a des tout maigres qui n'arrivent jamais à prendre du poids, et puis il y en a qu'on prenne beaucoup parce qu'ils font que de manger pour compenser ça. Et on mesure quand même avec ça l'impact que ce stress il a physiquement sur un corps.
Et du coup, quand le corps est occupé à survivre tout le temps comme ça, c'est hyper difficile de lui apprendre quelque chose qui en plus lui coûte physiquement. C'est vraiment la porte ouverte à une blessure, pour moi. Complètement. Et puis, moi, je vois quand je suis stressée au travail, j'ai tout de suite des tensions dans les épaules qui sont extrêmement douloureuses. Je peux aller voir mon ostéo et mon masseur plein de fois. Si en fait je mets pas des choses en place pour réduire le stress dans mon quotidien, j'aime bien dire un peu l'effet pansement en fait. C'est je mets juste un pansement sur une blessure qu'on n'a pas soignée. Oui. Et en fait, limite quand on enlève le pansement, c'est même pire. Parce que on a juste réparé, même pas réparé, on a un peu, excuse-moi du terme, caché la merde au chat, on va dire les choses. Et juste pour rire, mais on a un chat qui est en train de se tortiller devant nous pour avoir des câlins. Donc, mais c'est un petit peu ça, et je pense que c'est aussi un peu la problématique. Je sais pas si c'est du manque d'information ou parce que c'est la course à la performance, à être le plus performant rapidement, avoir des résultats très rapides qui fait ça. Mais on a un petit peu tendance à oublier des fois de juste retourner aux bases et de prendre le temps sur les bases. Peut-être parce que aussi ça manque de valorisation, j'en sais rien. Mais en fait, des fois, de juste se dire, on prend le temps de chercher vraiment la vraie cause et pas la conséquence, derrière, le travail sera plus solide. Et en plus, ça va beaucoup plus vite après, en fait. Donc... voilà. Ouais, mais je rebondis parce que en fait c'est difficile de le faire avec les chevaux parce qu'on le fait déjà pas nous en tant qu'humains, sur nous-mêmes. Je citais l'exemple de l'ostéo, sur toi, on peut courir des années comme ça, à aller chez le masseur, l'ostéo, l'acupuncture, tout ce qu'on veut pour dire j'ai tout le temps mal là, ça revient tout le temps. Pour prendre mon exemple en tant qu'humain, j'avais une douleur dans le trapèze à gauche. En fait, c'est mon indicateur de stress. C'est nettement moins là depuis que je fais un travail sur moi et puis que je comprends un peu mieux comment je fonctionne et que mon niveau de stress, il a baissé. Mais si je suis en situation de stress, ça revient toujours. Et je pourrais aller chez l'ostéo tous les jours. Ça sera revient toujours là. On n'apprend déjà pas à le faire nous en tant qu'humains, et je pense que c'est vraiment des choses qu'on a besoin aussi d'intégrer personnellement pour se rendre compte l'impact que ça. Il y a plein de choses dans ma pratique équestre et dans ma pratique en tant qu'ostéopathe. Il y a des choses dont j'avais conscience, mais le jour où tu les vis, toi, vis-à-vis de toi, tu te dis oh putain, en fait ça fait tout ça. Et là tu commences à avoir vraiment de l'empathie pour ton cheval. C'est pour ça que j'aime bien parler de ces 6 paramètres. On a mental, émotionnel et physique chez le cheval et chez le cavalier. Parce que la partie cavalier, elle est méga importante. Parce qu'on a un impact sur le cheval, et puis je pense aussi parce que ça nous amène une vraie compréhension de l'expérimenter profondément dans notre corps. Et de se rendre compte, ça fait tout ça, et ça a tout cet impact-là, ça donne une vraie empathie. Oui, et puis moi j'aime bien dire, tu peux pas demander à ton cheval d'être ce que tu n'es pas. Donc tu peux pas demander à ton cheval d'être décontracté, d'avoir finalement un bon état physique, un bon développement physique. Là on va parler du mental, mais aussi du physique, parce que peut-être que c'est un petit peu tabou, mais je vais en parler. Donc déjà pour l'aspect mental, si moi je suis stressée, je peux pas demander à mon cheval d'être détendu. On sait quand même que le cheval c'est un animal de proie. Oui. Et du coup, il a besoin de se sentir en sécurité pour pouvoir s'épanouir. En plus, il aura une lecture méga fine de tout ce que tu dégages, parce que c'est sa survie qui en dépend. C'est donc ça. Tous ces petits signaux que tu envoies en permanence en disant en fait il y a un danger, et en même temps tu es en train de lui dire non mais décontracte-toi, pour lui c'est extrêmement incohérent, donc c'est assez terrible finalement à vivre pour lui. Oui, parce qu'on a un discours qui est complètement bipolaire. Oui, et c'est prouvé maintenant scientifiquement qu'il est capable de lire nos émotions, de sentir des signaux physiologiques. Donc, on se doit, si on a un cheval stressé, de travailler aussi sur nous-mêmes. Et j'irai même plus loin, et c'est là que je parlais de tabou, c'est aussi notre condition physique. On ne peut pas demander au cheval de travailler, d'être souple, d'être en équilibre, si finalement on n'a pas une hygiène
de vie, et parce que ça va en lien, et une condition physique qui est correcte. Oui. Moi, que tu disais que tu n'étais pas souple, moi aussi. Mais c'est vrai que du coup, on peut mettre des choses en place pour être plus souple, parce que notre souplesse va avoir de l'impact sur notre cheval et tout. Donc ça, pour moi, ça va de pair. Et c'est vrai que on passe énormément de temps, et ça, c'est pas nouveau, à travailler son cheval, mais on s'oublie un petit peu. Et je pense que si on veut chercher, et quand je parle de performance, c'est pas forcément faire des concours, hein. On peut être très performant en restant chez soi, en faisant même du travail à pied, hein, parce que la condition physique aussi à pied. Quand des fois j'ai des élèves et que je leur demande de marcher avec leurs chevaux et qu'ils sont essoufflés après 2 tours, c'est compliqué aussi pour le cheval d'être dans de bonnes conditions de travail. Donc on peut être, quand je parle de performance, c'est dans les objectifs qu'on se fixe avec son cheval. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Oui. Si on prend un exemple en dressage, par exemple, j'ai vu des cours où le prof, ça faisait 4 fois qu'il disait « ton épaule en dedans, elle n'est pas assez comme ça, le cheval est trop collé dans la paroi, etc. » Et où on travaille sur le cheval qui n'y arrive pas en disant « il ne le fait pas juste ». Le fond, c'était ça. Et si on regarde comment le cavalier est positionné dessus, qui est tout tordu, tout figé parce qu'il ne comprend pas, on ne lui a pas laissé le temps de souffler et puis de comprendre ce qu'il était censé faire avec son cheval. Il n'a pas assez de notions corporelles pour sentir où il est positionné sur son cheval. En fait, pour le cheval, c'est physiquement impossible parce qu'il se bat contre le déséquilibre du cavalier et contre les tensions de son cavalier. Donc c'est absolument impossible et ça n'a aucun sens de répéter l'exercice 50 fois dans cette situation-là. Et puis si le cavalier ne comprend pas lui-même comment positionner son corps, il ne peut pas exiger à son cheval de comprendre ce que le cavalier attend de lui, ça Voilà. c'est sûr. Moi j'ai une question à te poser par rapport à ça aussi. Comment tu abordes le sujet avec tes clients, parce que tu es certainement amené à voir des chevaux de façon récurrente qui ont des problématiques qui reviennent, qui sont toujours les mêmes, qui reviennent. Tu sens qu'émotionnellement le cheval est stressé. Est-ce que les gens sont prêts à entendre ce que tu as à leur dire, ou comment tu abordes la chose? Parce que c'est difficile de dire à quelqu'un écoutez, votre cheval il est stressé, alors qu'ils n'ont même pas conscience que le cheval est stressé ou qu'il est mal dans son corps. Oui. Alors je pense que le mot-clé là-dedans, c'est le tact. Parce que, et c'est pour ça que je mets aussi autant d'importance à développer des outils de gestion psychologique d'humain à humain. Oui, parce que toi, tu t'investis beaucoup ouais. là-dedans aussi, toi-même. Oui, parce que j'ai déjà besoin de comprendre ce qui m'arrive pour pouvoir interagir comme il faut avec les autres. Et je pense que si je veux aider le cheval, je dois aider l'humain. Donc si je braque l'humain en lui rentrant dedans frontalement, en lui disant ton cheval est méga stressé, c'est certainement parce que toi aussi, etc. Le risque, c'est que ça fasse une collision frontale et que je perde mon client. Et du coup, il n'y a aucun moment où j'ai aidé le cheval là-dedans. Donc, c'est des situations qui sont délicates et on est toujours un peu sur... Enfin, moi, j'ai toujours l'impression de danser un peu sur un fil où je me dis, bon, quelles sont les portes ouvertes, là, maintenant, dans ce cadre-là, pour que je puisse gentiment aborder le sujet et que ça passe. Mais des fois, c'est long. Et des fois, pour moi, c'est frustrant parce que je vois le panneau de... Il y a un souci... il y a un souci de communication entre ces deux êtres vivants. J'ai hyper envie de les aider, mais l'humain n'est pas prêt à entendre ça. J'ai l'impression, je sens qu'il n'est pas prêt à ce moment-là. Ou un manque de connaissances aussi, des fois. Ou un manque de connaissances. Et je pense qu'il faut vraiment y aller doucement, utiliser les portes qui semblent ouvertes, faire ça avec le plus de bienveillance possible. Et ma foi, aussi accepter que ma foi, il y a des gens qui feront un chemin qui sera différent du nôtre, que c'est pas forcément grave. Oui, puis laisser le temps à chacun.
parce qu'on n'évolue pas tous au même rythme. Oui, Il y a certaines personnes qui peuvent évoluer très vite, et même certaines personnes qui peuvent évoluer très vite, des fois il y a des étapes où on stagne en fonction de tout, de nos humeurs, de nos expériences de vie, de comment... Mais c'est ça, en fait, moi, dans ces situations-là, ça touche vraiment à une partie très intime chez les gens. Je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, souvent. Je ne sais pas par quoi ils sont passés dans leur vie. Et si je les envoie en plein dans un trauma qu'ils ne peuvent pas régler, ça peut avoir des conséquences énormes, et j'ai pas envie de faire ça. Donc... Oui, puis chacun son chemin. Chacun son chemin. Des fois, moi j'aime bien toujours prendre l'exemple de... on plante des petites graines. Oui. Et certaines graines, ça devient des fleurs très rapidement. D'autres, ça prend un peu plus de temps. Elles restent en terre pendant un certain temps et tout d'un coup, elles se mettent à germer. Et d'autres, elles sont juste pas là pour l'instant sur un sol fertile, et il faut un peu laisser le temps à la personne de faire ses expériences. Et puis, et ça, je pense que c'est aussi important d'accepter, certaines graines ne vont jamais pousser. Oui. Et parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas aider tout le monde, et on ne peut pas aider tous les chevaux. Malheureusement, même si on aurait envie, en fait, si la personne d'elle-même, elle n'est pas prête à faire le chemin, on ne va pas pouvoir faire le chemin à sa place. Oui. Et ça, c'est hyper important. Oui, je pense que c'est un peu le nerf de la guerre pour nous. Mais voilà, si on revient à cet aspect de travail physique du cheval, je pense que s'il y a un conseil qu'on peut donner, que je donne de plus en plus aux cavaliers quand on a toutes ces questions qui arrivent, c'est déjà de chercher de la décontraction. Avant de faire des exercices super techniques, d'avoir un cheval qui, au sol, puis monté, est capable de baisser sa tête, d'avoir vraiment dans une position de descente d'encolure, si on veut utiliser des termes techniques. Alors oui, ça les met plus sur les épaules, ça c'est vrai. Il y a certains chevaux chez qui il faut faire un petit peu plus attention avec ça que d'autres, s'ils ont déjà des pathologies au niveau de l'avant-main, on est bien d'accord. Mais je pense que c'est moins délétère de chercher à avoir un cheval qui est détendu physiquement, même si on le met un peu sur les épaules, que de vouloir l'asseoir sur ses hanches à tout prix, alors qu'il est super stressé. Donc pour moi, il faut passer, c'est le premier exercice que je donne aux gens, des fois ça les surprend un petit peu, surtout pour ceux qui ont un niveau technique un peu plus avancé, mais pour moi c'est le premier exercice à faire. C'est est-ce qu'on peut se balader rêne longue et que le cheval va vers le bas, peut garder sa cadence, et qu'on a en fait ces signes de il est tranquille dans sa tête là maintenant. On peut commencer un travail physique à partir de ça. Je trouve que si on n'a pas cette condition-là, pour moi ça sert à rien d'aller vers quelque chose de plus technique. Il faut déjà que le cheval, il faut pas que les rênes deviennent la béquille du travail aussi. Et souvent, c'est vrai que le fait de tenir tout le temps le cheval entre mains et jambes, ça cache aussi des problématiques émotionnelles, je trouve. Oui. Et dès le moment... Je pense qu'on va entendre le ronron dans le podcast du chat. C'est bien, ça nous fera travailler sur l'émotionnel pour les gens stressés, c'est très bien. C'est très bien, c'était voulu, c'est le cadeau du podcast. Vous avez le ronron du chat. Non, c'est hyper important parce que je vois beaucoup de chevaux qui sont coincés entre mains et rênes, et en fait souvent le fait de pouvoir relâcher la pression, de laisser le temps au cheval de respirer, de laisser le temps au cavalier de trouver son équilibre sans l'utilisation de ses mains, ça permet de repartir vraiment sur de bonnes bases pour qu'après on puisse construire quelque chose de plus solide dans la compréhension et la décontraction du cheval. Ouais, c'est une respiration des cellules en fait, si on veut bien. Ça laisse de l'espace, le fait de ne pas avoir un cadre trop rigide. Est-ce que, je ferai encore deux petites questions pour ce podcast-là. Est-ce que tu pourrais expliquer aux gens qui nous écoutent les conséquences du stress sur le corps ?
concrètement, Oui. qu'est-ce que par exemple, quelqu'un qui aimerait faire un bilan de son cheval actuellement, qu'est-ce qu'il peut voir chez son cheval pour voir comment il peut voir que son cheval il est stressé. Pardon, je vais y arriver. Oui. Alors, un cheval en état de stress, il a ce qu'on appelle des positions d'hypervigilance. Donc, il est en train de surveiller son environnement pour repérer un danger et pouvoir le fuir rapidement. Parce que c'est comme ça qu'il survit dans la nature. Du coup, on va se retrouver avec une attitude d'un cheval qui a la tête plutôt haute, assez perché. On voit des encolures qui sont rigides. Chez certains chevaux, ça se manifeste même avec le dessous de l'encolure aussi qui est plus fort, qui se développe, qui est plus fort. Et derrière, on aura un dos qui aura tendance à se creuser et une certaine rigidité globale. Comme ostéo, c'est des chevaux où j'observe souvent beaucoup de tension dans la zone du garrot, dans la musculature dorso-lombaire, dans la nuque. On a des mâchoires qui sont souvent serrées. Oui. Et puis dans d'autres signes, on peut voir les yeux qui sont plus écarquillés, un cheval qui cligne moins, on peut avoir des petits plis au niveau des mimiques faciales, des plis au niveau des naseaux, des lèvres qui indiquent un état de tension. L'œil en V aussi, qui est assez caractéristique. Et si on va plus loin, au niveau interne, on a tout le système digestif qui en pâtit aussi. Les chevaux auront tendance aux ulcères, qui engendrent des douleurs physiques, qui engendrent un état de stress. Et là, on a vraiment des problématiques comportementales et on rentre... Le serpent qui se mord la queue, un cheval ulcéreux, c'est assez dingue. Moi, ça me frappe toujours à chaque fois que j'en ai dans les mains, à quel point rien que le toucher peut être inconfortable pour eux. Même si c'est pas un toucher de soin, mais juste le fait qu'on touche leur corps est déjà une agression, parce qu'ils ont tellement mal, certains, qu'il faut entrer dans leur bulle, ça devient compliqué. Donc, imaginez mettre un travail là-dessus, en fait. Oui, et une selle, et une sangle. Et c'est extrêmement douloureux, les ulcères. Ouais. Mais vraiment très, très douloureux. Moi, dans mon expérience, j'ai eu le cas de gens, malheureusement, que j'ai refusé de suivre parce que le cheval avait des problématiques de comportement. Irritabilité, donc opération, des chevaux qui pouvaient se mettre debout, qui pouvaient mordre et tout. Et les personnes étaient conscientes qu'il y avait potentiellement une problématique d'ulcère. Mais moi, je ne peux pas aider en fait ces chevaux-là si finalement on n'enlève pas la cause de la douleur. Donc, on peut faire tout le travail qu'on veut, mais on peut pas... J'aime bien le terme, on peut pas punir un cheval qui exprime une douleur. On peut pas le museler. Parce qu'en fait, c'est pas éthique du tout. C'est pas d'éthique du tout. Et malheureusement, ça se voit encore un peu trop souvent, où on punit des mauvais comportements. Mais il faut pas oublier que ces mauvais comportements, entre guillemets, c'est simplement une façon du cheval d'exprimer une douleur, d'exprimer un inconfort. Et c'est comme si nous, on va chez le médecin, qu'on lui dit j'ai mal au ventre, et puis il nous dit taisez-vous, c'est bon, continuez votre vie, ça va aller. Et qu'on te demande d'aller travailler alors que tu n'es extrêmement pas bien, tu vas pas être performant. Et en plus, ça aura vraiment... si on t'empêche de t'exprimer, ça aura de vraies conséquences psychologiques derrière. Donc, c'est vrai que si votre cheval exprime quelque chose et exprime un inconfort, une douleur par un comportement, la première chose à faire, et la toute première chose à faire avant même de t'appeler, c'est de faire appel à un vétérinaire et de vérifier et de faire un bilan vétérinaire pour exclure tout problème de santé. Et ça, c'est hyper important. Oui. Ça, c'est un bon point que tu soulèves, parce que sinon on construit rien de solide en fait sur un cheval qui est douloureux comme ça. On va tourner en rond toujours dans les mêmes problématiques et on perd du temps, et en fait on perd, même pour les gens qui ont un petit budget, en fait on perd de l'argent parce qu'on met en place des choses qui n'ont l'air pas trop chères mais qui en fait servent à rien
Alors oui, c'est sûr que si on prend l'exemple des ulcères, c'est sûr que faire une gastroscopie, ça a un coût. Et les médicaments Les derrière. médicaments derrière aussi, mais entre faire ça, tenter ou perdre 2 ou 3 ans à tourner en rond avec des problématiques de dos, des blessures, des problématiques de comportement et tout un tas de bordel, je pense que si on fait le total des coûts, à la fin, on va perdre beaucoup plus d'argent et ça aura des conséquences beaucoup plus néfastes sur le cheval. Oui, et perdre du temps dans la relation avec son cheval et surtout du plaisir, parce que je rencontre beaucoup trop de gens qui ont plus de plaisir à cheval parce que ça ne va pas. Ouais. Et ça, des fois, on pense faire des économies, mais c'est des fausses économies. C'est ça, exactement. Je te rejoins complètement là-dessus. Ouais. Du coup, je pense qu'on a fait... on pourrait parler encore des heures, et d'ailleurs, on le fait souvent, les deux, de parler des heures et des heures sur cette thématique-là. Mais j'aimerais bien conclure ce podcast, sauf si tu as d'autres choses à rajouter. J'aimerais bien conclure ce podcast par 2 ou 3 conseils qu'on pourrait lister. Pour aider les gens qui nous écoutent là-dedans, en fait. Alors, partons de notre point de départ qui est un cheval qui a des... on va prendre un exemple concret, qui a des grosses tensions dans son dos, qu'on identifie pendant une séance d'ostéo. Comme ça, on se prend un exemple vraiment, vraiment pratique et qui fait partie de mon quotidien. Je dirais le conseil numéro 1, si c'est quelque chose qui revient tout le temps, qu'on n'arrive pas à solutionner, la piste vétérinaire, il faut toujours la creuser. Ouais, je pense que c'est vraiment numéro 1. Le point numéro 1, c'est de se dire, ok, est-ce qu'il y a vraiment un souci physique là derrière qui fait qu'on tourne tout le temps en rond là-dedans? Ça, pour moi, c'est la chose numéro 1. J'y tiens, c'est mon premier métier, donc oui. Et voilà, je vais pas l'oublier. Et je rajouterais même, par rapport à ça, apprenez à vous faire confiance. Parce que si vous avez le sentiment, moi je l'ai vécu moi-même, si vous avez le sentiment qu'il y a un problème et que vous appelez votre vétérinaire et que votre vétérinaire refuse les soins, appelez quelqu'un d'autre, faites-vous confiance. Moi, il y a quelques années, j'ai voulu faire une gastroscopie parce que j'avais un doute. On m'a dit non, votre cheval, il n'a pas du tout d'ulcère. Il était même un peu gras, mon cheval à l'époque. Il avait un très beau poil. Mais il y avait quand même des choses dans son comportement qui avaient changé. Dans le quotidien, il était devenu beaucoup plus agacé. Il venait de temps en temps me choper les habits avec la bouche, des choses qu'il ne faisait plus. Et j'ai insisté sur le fait de dire mais non, mais je veux vraiment faire une gastroscopie, alors que si j'étais pas restée dans mon idée de base, peut-être que je serais passée à côté. Et il s'avère qu'en insistant, on a quand même fait la gastroscopie, je leur avais dit je paye, donc c'est mon problème. Et finalement, on était quand même sur des ulcères de 3 sur 4 derrière, à la grande surprise des vétérinaires qui se sont excusés. Mais vraiment, faites-vous confiance. Oui, notre instinct, il n'est jamais là pour rien. Non. Il faut... c'est sûr que quand on est en situation de stress, des fois, c'est difficile de décortiquer les signes, mais quand on a un instinct, je pense qu'il faut toujours il faut le suivre, c'est pas par hasard. Donc, conseil numéro 1, si problème récurrent ou choses bizarres comme ça, c'est la case veto d'abord. D'ailleurs, pour les boiteries, on le voit souvent. J'ai des gens qui m'appellent comme ostéo. Et il y a des cas où, franchement, pour moi, il faut passer par la case veto d'abord parce qu'en fait, on est plus efficace. On a un diagnostic, on sait ce qui se passe. Bien sûr que sur une boiterie, il y a un intérêt de faire de l'ostéo après sur les conséquences qu'elle a sur le corps. Mais tant que le cheval boite, les conséquences vont revenir. Il faut déjà essayer de commencer à la source du problème si on veut être efficace. Donc ça, c'est le conseil numéro 1. Numéro 2. Le numéro 2, pensez toujours qu'il n'y a pas que la partie physique. Qu'un cheval stressé sera tendu. C'est vraiment le mot-clé. Pensez à vous quand vous êtes super stressé au boulot ou dans votre vie privée. Votre corps est sous tension. Donc, posez-vous la question et posez-vous la question de d'où peut venir ce stress.
est-ce que les besoins fondamentaux du cheval sont remplis? Donc, est-ce qu'il a suffisamment de fibres à manger? Est-ce qu'il a du contact social? Est-ce qu'il peut bouger? Et pas seulement bouger pendant l'entraînement. Est-ce qu'il a l'occasion de se déplacer un peu toute la journée? Oui, et ça, je te coupe parce que c'est hyper important, parce que je l'ai entendu, qu'il puisse se bouger librement sans vous. Parce que j'ai eu le cas d'une élève que je suivais, et je lui disais, ta jument n'a pas assez de mouvement, la jument était très électrique par manque de mouvement. Elle était dans un centre équestre où elle sortait des fois quasi pas pendant plusieurs jours, parce qu'il n'y avait pas les prés nécessaires en hiver pour le faire. Et elle me disait, mais oui, mais je comprends pas pourquoi ma jument elle est si électrique, je vais la marcher 2 fois par jour sur le parking, 30 minutes. Oui, mais en fait, tu es toujours là. En fait, c'est aussi une charge mentale que d'avoir toujours son humain à côté. Oui, Enfin, mais c'est 30 minutes 2 fois par jour. Oui. Il ne faut pas oublier que dans la nature, ils passent parfois, ils marchent pendant 20 à 30 km par jour, suivant les terrains dans lesquels ils sont. C'est Donc ça. 30 minutes 2 fois par jour, 1 heure sur 24 heures, c'est du pipi de chat. Oui, et de se dire, genre, juste lui lâcher la grappe, en fait. C'est ça. Qu'il puisse être dans son pré, sans forcément toujours un humain qui est là en train de l'observer et qui est sur son dos. Enfin, même nous, on apprécie tous un moment d'être seul, de respirer un coup sans avoir toujours quelqu'un sur le dos. Je t'ai coupé parce que je pense que c'était très important aussi de le spécifier. C'est vrai. Et puis, le dernier conseil, occupez-vous de vous aussi. Très bien, j'adore. Et c'est pas une injonction, je le dis pas dans le sens bougez votre cul, c'est pas mon but. Mais prenez soin de vous, parce que les chevaux ont cette faculté extraordinaire de nous lire d'une façon qui est tellement fine. Moi, ça me fascine tous les jours, et il y a tellement de moments où je me dis, mais même ça, t'arrives à le sentir, et ça me bluffe. C'est des maîtres de... C'est même pas des maîtres d'école, c'est des maîtres de vie incroyables, profitez-en. Et quand ils vous plantent un panneau sous le nez de ça va pas, allez chercher aussi un petit peu chez vous, parce que je pense qu'il faut pas le prendre de manière négative vis-à-vis de soi, mais simplement se dire, je crois que le cheval, c'est un peu anthropomorphique de le dire comme ça, mais allons-y quand même. En fait, il essaie aussi de nous aider dans notre chemin d'humain. Mais en général, ça réveille quelque chose en nous. Oui, et les binômes, on s'associe vraiment pas par hasard. C'est dingue de voir comme une même personne, peut-être à 20 ans, elle aura un cheval assurance vie qui passe partout, qui a peur de rien, alors que la personne est super stressée et tout ça, et elle aura vraiment ce cheval qui la porte, et on la retrouve 10 ans plus tard avec un autre cheval qui est méga stressé, qui réagit à tout. Et je pense que c'est les étapes de vie. Il y a des étapes de vie où on a besoin d'avoir quelqu'un qui nous porte, parce qu'on a besoin de survivre dans ce monde qu'on ne comprend pas. Et puis tout d'un coup, plus tard, quand on est prêt, et je pense que ça vient toujours quand on est prêt, on va rencontrer un autre individu qui nous dira, regarde, en fait, là au fond de toi, il y a ça, et peut-être ça serait le moment de bosser dessus, parce que tu auras une plus belle vie après. Ça va te coûter un peu d'énergie, ça sera pas super confortable, mais ça sera un immense cadeau. Alors prenez-les, ces cadeaux. Les chevaux, c'est un cadeau énorme pour la vie des humains. Et c'est dommage de passer à côté. Ouais. Mais après, des fois, on fait ce qu'on peut avec ce qui nous arrive, donc on peut faire preuve de bienveillance et ne pas tout faire en même temps, mais n'oubliez pas que c'est un cadeau. Et surtout, comme tu dis, c'est si on n'arrive pas seul, que ce soit dans les réactions de son cheval ou dans le travail de son cheval physique, émotionnel ou mental, de se faire accompagner par des gens bienveillants. Oui. Et j'insiste, parce que ça c'est mon point à moi, qui respectent vraiment les capacités cognitives du cheval, ça c'est hyper important. Et surtout, aidez-vous si vous avez des blocages émotionnels, s'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à régler, c'est pas une honte de demander de l'aide, vraiment pas. Et je pense qu'aujourd'hui, autant les réseaux sociaux et tout ce réseau interconnecté, peut avoir des fois des choses négatives, mais je pense que ça peut apporter énormément de positif, parce qu'aujourd'hui,
on peut plus dire je suis seule et j'ai pas de solution, parce qu'on peut C'est vrai. toujours trouver une solution pour se faire accompagner. Et il faut pas oublier que dans un état où on est, nous, en stress, on n'arrive pas à être lucide. C'est pas possible. Parce qu'on est en mode survie et on a besoin dans ces situations-là d'avoir quelqu'un de neutre, que ce soit un enseignant ou quelqu'un qui fait de la thérapie pour les humains au niveau psy ou n'importe quoi. Prenez ce qui vous parle. Mais on a besoin de quelqu'un qui est neutre dans la situation pour nous aider à y voir clair. Parce que quand on est tout seul avec le nez là-dedans, qu'on a une problématique avec son cheval, c'est hyper émotionnel, c'est un lien qui est intime, c'est un peu la même chose que ce qu'on vit souvent en couple. Et sans cette aide externe, sans cet œil qui est neutre là-dessus, c'est difficile de s'en sortir, je trouve. Et c'est pas une honte, c'est une force de réussir à dire ok, là, moi j'ai besoin si je veux avancer, j'ai besoin qu'on m'aide. Je trouve que c'est une sacrée force et j'admire beaucoup les humains qui sont capables de le faire et de voir clair à ce moment-là. Puis je dirais, en dernier petit conseil que moi je donnerais, qui résume, je pense, bien tout ça, c'est de un, apprenez à écouter vraiment ce que votre cheval il vous dit, que ce soit pour vous ou par rapport à lui et ses réactions. Mais surtout, quelque chose que j'aime bien dire, c'est apprenez à prendre du recul. Quand il y a une problématique, physique, comportementale, peu importe, dézoomer. Vraiment, regardez la situation en faisant quelques pas en arrière, regardez avec un regard beaucoup plus ouvert, un champ, un horizon beaucoup plus large, et souvent de juste pas prendre des décisions dans le rush ou dans la précipitation, je sais pas, de prendre un bout de papier, de commencer à noter justement, comme tu as dit, où est-ce que vient son stress, d'où vient la problématique. Des fois, ça permet juste d'être beaucoup plus lucide par rapport à une situation et de voir le champ des possibles qui s'ouvre à nous. Oui. Donc ça, c'est hyper important, dézoomer quand il y a... Peut-être, pardon. Oui, peut-être que ça peut être une bonne idée de prendre simplement une feuille, comme tu le suggères, c'est assez pratico-pratique, et de prendre ces 6 points. Dire, ok, on fait une colonne humain, une colonne cheval, et après on a la case émotion, la case mentale, donc est-ce qu'on comprend ce qui se passe, et la case physique pour chacun, et de se dire, ok, dans quel petit bout de ça peut se loger le problème. Ça peut peut-être être une solution pratico-pratique pour prendre un peu de recul. Je sais pas si ça te semble cohérent, Alex, mais... Moi, je trouve très bien, et je trouve que ça va assez bien pour conclure cet épisode de podcast. Et peut-être même que du coup, tiens, je vais faire ça. Je vais faire en sorte de vous faire cette petite fiche. Comme ça, vous pourrez la télécharger et puis imprimer quelques petits exemplaires. Vous les mettez chez vous et faites, même quand vous n'avez pas de problématique avec vous-même ou avec votre cheval, des fois ça fait du bien de faire un point et de voir aussi que tout va bien. Parce que ça, pour le mental, ça fait du bien aussi de voir que tout va bien, que mon cheval est OK, que ça permet aussi de voir les choses positivement. Donc je vais faire ça, je vais vous préparer cette petite fiche et je vais vous la mettre en lien, que vous puissiez la télécharger. Ce sera un bon petit point pour vous accompagner dans votre pratique avec votre cheval. Voilà. J'ai une petite précision avant de terminer. C'est juste par rapport à la partie mentale, parce que je me rends compte que c'est peut-être pas celle qui est la plus claire comme ça spontanément à entendre. Pour moi, ça sous-entend vraiment toute la partie est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire. Donc pour le cheval, est-ce qu'il comprend qu'est-ce qu'il est censé faire à chaque demande? Est-ce qu'il a une solution pour chaque problématique? Et pour l'humain, aussi, est-ce qu'il comprend pourquoi il fait les choses? Pourquoi on fait cet exercice-là? Comment il peut l'amener à son cheval? Comment son cheval apprend, etc. Voilà, c'est une petite précision là-dessus. Ouais, écoute, on s'est emballé, hein. On s'était dit on fait un petit 30 minutes, là on est... Mais c'est pas grave, c'est hyper intéressant. J'aime bien cette idée de petite table ronde de discussion où on partage. C'est vraiment trop chouette. Donc, je ne l'ai pas précisé en début de podcast, mais en fait ce podcast-là, il était entre autres en cadeau
à la petite porte du calendrier que tu as animé. Parce que c'était difficile de résumer toute cette thématique en quelques petites 90 secondes. Oh, c'est pas mon fort. Et du coup, j'espère que cet épisode vous aura aidé et vous aura donné des pistes pour aider votre cheval, mais vous aider vous-même à voir la situation de façon différente. Et puis, si vous avez des questions par rapport à ça, des remarques, ou si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un petit mot en commentaire. Je me fais toujours un grand plaisir de vous lire et surtout de prendre le temps de vous répondre. N'hésitez pas aussi à partager cet épisode à quelqu'un à qui ça pourrait parler ou résonner. Des fois, ça peut être un petit geste que de partager cet épisode à quelqu'un, et peut-être que ça allumera des petites lumières de son côté, et c'est comme ça que vous allez pouvoir l'aider. Et si vous aimez la chaîne de ce podcast, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles ou des likes, ou de vous abonner à la chaîne. Moi, ça m'aide énormément au niveau de ma visibilité. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'aider un maximum de cavaliers et de leurs chevaux dans leur pratique pour qu'ils se sentent mieux, plus équilibrés et plus apaisés dans leur pratique. Voilà. Donc, merci beaucoup Marie-Claude d'avoir été là aujourd'hui. Avec grand plaisir. J'ai toujours un peu tendance à m'étaler, mais le sujet est tellement passionnant que c'est difficile de faire court. C'est pas grave, c'était hyper intéressant, hyper spontané. Et merci beaucoup pour ta bienveillance et tous tes conseils. Avec plaisir. Allez, à bientôt!